Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence de cette nouvelle édition de Virtual Livre. Le thème d'aujourd'hui, l'Anomaudie, une légende germanique à l'origine de nombreux romans de fantasy. Pour en parler avec nous, Steffi Wolf. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Donc moi, Steffi Wolf, je suis auteure chez Sudaren Éditions, où j'ai publié mon premier roman l'année dernière, Le Trésor du peuple des brumes, dont on parlera sans doute. Pour ce qui est de ma personne, je ne suis pas qu'auteure, je suis aussi maman. Bon. Et pour métier, gagner ma vie un peu, je suis professeure d'allemand. Voilà, j'ai 33 ans. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je pense que déjà c'est pas mal. Tu as dit que tu étais prof d'allemand, ça nous permettra de rebondir parce que tu voulais aujourd'hui nous parler de la légende des Nibelungen. Alors je ne sais pas si j'écorche le nom. Oh non, c'est quasiment ça, die Nibelungen, voilà. Et Nibelungen. effectivement, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que la légende des Nibelungen? L'origine, de combien ça date? Alors, l'origine, elle n'est pas germanique, elle est scandinave. Donc, on retrouve les Nibelungen tout d'abord au Danemark et en Islande. D'accord. La version germanique, elle, c'est ce qu'on appelle le Nibelungenlied, donc la chanson des Nibelungen. D'accord. C'est une épopée qu'on retrouve dans l'époque médiévale, XIIIe siècle. Il y a quelques fois où on en parle déjà au XIIe, mais c'est plutôt le XIIIe, avec notamment l'Edda de Snorri. Donc l'Edda, c'était à la base un texte poétique que Snorri a rendu plutôt littéraire, donc un Islandais. Et ça, c'était au XIIIe siècle. L'anneau maudit, la légende, fait partie de ce texte, mais c'est pas le texte entier, c'est seulement une partie. Hein. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est la plus ancienne légende allemande et que la première version était une version épurée par rapport aux différents textes qui existaient déjà, donc sans Dieu et sans éléments surnaturels. Voilà. On retrouve aussi une certaine part historique et géographique, puisque la Bourgandie existe, hein, c'est la rive gauche du Rhin. La ville de Worms existe aussi, elle est sur le Rhin, bien sûr. On y fait aussi mention de Attila et puis de l'expansion de l'Empire romain. Donc Attila le Gaïen. Attila le Hun, oui, tout à fait. D'accord. Ah, oui. Donc voilà, donc c'est une légende qui se base sur des faits historiques et qui prend sa source en Scandinavie. D'accord. Et de quoi parle cette légende précisément? Alors, en fait, il y a je ne sais pas combien de versions. Hein, c'est comme toutes les légendes, c'est une tradition orale et donc, au fur et à mesure, elle prend des éléments d'une histoire et puis elle en rejette d'autres, etc. Donc moi, je vais vous parler de la légende que j'ai découverte quand j'étais en Autriche, il y a de ça 10-15 ans, où j'étais à la recherche d'un roman de fantasy et je suis tombée, en allemand bien sûr, hein, en VO, et je suis tombée donc sur un immense pavé qui regroupait 2 tomes, donc La légende des Nibelungen et La vengeance de Kriemhild, sur laquelle éventuellement on pourra revenir. Donc en gros, cette légende raconte l'histoire de Siegfried, le héros, qui est le fils d'un amour interdit entre Siegmund et Sieglinde, qui étaient des jumeaux. Voilà. Qui, selon l'Edda, sont des descendants directs d'Odin. Voilà. Mais ça, ce n'est pas dit dans la légende que je vous raconte, celle qui est épurée et donc sans Dieu. Donc Siegfried, lui, il a été élevé par un forgeron, puisque la guerre lui a enlevé ses parents et sa mère, enceinte, a pu laisser son rejeton au premier venu, entre guillemets, mais qui n'était pas forcément le premier venu. Donc un forgeron. Et quand il arrive à l'âge de maturité, donc un peu après l'adolescence, il décide de partir à l'aventure, hein, parce que c'est son droit et parce que c'est sa volonté. Mais pour ce faire, il a besoin d'une arme. Et donc cette arme, il va se la forger, hein, il habite chez un forgeron, et le forgeron en question va lui dire « Attends, tu fais pas n'importe quelle arme, tu vas forger reforger l'épée brisée de ton père, donc Siegmund,
Et c'est ce qu'il fait. Il reforge l'épée Balmont et ensuite il part à l'aventure. Il va croiser par hasard, entre guillemets, un dragon qui veille sur son trésor. Il va se faire un devoir, bien évidemment, de tuer ce dragon et de récupérer le trésor. Dans ce trésor, il va trouver un anneau. Alors, il ne sait pas, bien sûr, que cet anneau est maudit, hein, mais il va le garder. Il va trouver également, alors selon les versions, soit un aume d'invisibilité, soit une cape d'invisibilité. Ça dépend des versions, mais enfin, quelque chose qui le rend invisible ou, toujours selon les versions, qui lui permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Voilà, donc ces deux choses-là, il va les garder avec lui. Et bien sûr, le trésor lui appartient, il restera dans l'antre du dragon. Il va se baigner dans le sang du dragon parce que il se dit que c'est une bonne idée, ou peut-être que quelqu'un le lui a soufflé à l'oreille. J'allais dire épaule, c'était un lapsus parce que pendant qu'il se baigne, une feuille d'érable vient se poser sur son épaule et bien sûr, ce sera un peu son talon d'Achille, si je puis me permettre. Après ça, il va bien sûr continuer son aventure et au détour d'une certaine Islande, il va découvrir un cercle de feu qui l'intrigue beaucoup et surtout il voit quelque chose à l'intérieur de ce cercle de feu. Alors il s'en approche et il découvre une magnifique femme endormie. Donc il la réveille tout simplement, comme d'autres le feront après. Et il se trouve qu'il tombe amoureux, il lui offre l'anneau en gage de son amour, mais ça suffit pas, quoi. Il a quand même encore envie de vivre d'autres aventures. Donc, il lui promet à cette magnifique femme de revenir. Au passage, cette magnifique femme n'est rien d'autre qu'une Valkyrie. Autrement dit, celle qui, pour Odin, chassait les âmes des guerriers. Voilà. Mais elle avait été maudite et donc se retrouvait humaine. Donc, notre Siegfried repart en quête d'aventure et il arrive en Bourgondie, donc en Germanie, du côté du Rhin qui n'est pas le nôtre. Là, il rencontre le roi des Bourgons, Gunther, qu'il décide d'aider contre l'invasion romaine. C'est un superbe guerrier. En plus, comme il s'est baigné dans le sang du dragon, il paraît invincible. Et grâce à lui, le roi Bourgon gagne maintes et maintes batailles. Ce qui fait que Kriemhild, la sœur de Gunther, autrement dit la princesse, tombe rapidement amoureuse de Siegfried. Siegfried, cependant, il a une autre femme en tête, cette Valkyrie à qui il a promis son amour éternel. Mais Kriemhild, elle tient vraiment à ce que Siegfried devienne son époux, et avec l'aide du conseiller du roi, Hagen, elle lui donne un élixir qui va le rendre amoureux d'elle, bien sûr. Là aussi, on peut voir d'autres liens. Et donc, Siegfried veut épouser Kriemhild. Sauf que pour épouser Kriemhild, puisque c'est pas la première née, il faut que le roi se marie. Et le roi, lui, décide d'épouser la reine d'Islande. Donc ensemble, ils vont jusqu'en Islande. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que la reine d'Islande, c'est Brunhild, qui n'est autre que cette magnifique femme dont Siegfried était tombé amoureux. Le problème, c'est qu'il ne s'en souvient pas. Donc, il va laisser le roi, à sa place, plus ou moins, conquérir la belle Valkyrie. Sauf que pour la conquérir, il faut un homme qui soit digne d'elle, à savoir qui puisse la désarmer et gagner contre elle au combat. Chose que le roi Gunther ne peut pas faire. En revanche, Siegfried, lui, le peut. Et grâce à son aume ou sa cape, selon les versions, il va défaire la reine. C'est-à-dire qu'il va gagner les trois épreuves qu'elle fait vivre à ses prétendants. Ils vont ramener la reine, il va y avoir mariage, tout le monde est content sauf Brunhild, bien sûr, qui se sent complètement... elle comprend pas ce qui lui est arrivé, comment un petit roi de Bourgondie a pu lui faire ça, et surtout pourquoi Siegfried semble l'avoir complètement oublié.
À la suite de quoi arrive, bien sûr, après un mariage, la nuit de noces. Et pendant la nuit de noces, elle se dit, bon, c'est ma dernière chance, je vais peut-être réussir à défaire ce mariage, ou en tout cas à le rendre infructueux. Donc elle dit à son mari, mon cher époux, tu ne pourras me toucher que lorsque tu m'auras enlevé ma ceinture. Et c'est cette ceinture en fait qui lui donne sa force. Ça peut aussi rappeler la ceinture de chasteté, plus ou moins. Et donc, évidemment, Gunther ne parvient pas du tout à enlever cette ceinture et ne peut pas avoir accès au plaisir de la chair avec son épouse. La nuit suivante, il va voir Siegfried et lui dit tu pourrais pas rejouer le tour qu'on a fait en Islande afin que je puisse avoir des relations avec ma femme. Siegfried, il dit ok, donc il y va, il enlève la ceinture de Brunhild et puis le roi peut faire tout ce qu'il veut avec sa chère et tendre épouse qui lui est maintenant complètement soumise. Évidemment, il se passe plein de choses entre-temps. On en arrive à la malédiction en elle-même, à savoir qu'un beau jour, Kriemhild et Brunhild veulent entrer dans le même endroit en même temps. Brunhild lui dit non mais c'est moi qui rentre en première, puisque c'est moi la femme du roi. Et Kriemhild lui dit non mais tu es peut-être la femme du roi, mais mon mari à moi est beaucoup plus puissant que le tien, et j'en veux pour preuve la ceinture que je porte aujourd'hui, qui fut la tienne. Donc là, évidemment, Brunhild voit rouge et décide de se venger. Et pour se venger, elle veut tuer Siegfried. Afin de le tuer, lui qui est immortel. Comment le trouver? Tout simplement grâce à Kriemhild, qui elle sait où il se trouve, puisqu'il le lui a dit en toute confiance, étant donné que Siegfried l'aime au-delà du possible. Et donc, afin de protéger son époux, elle va révéler au conseiller du roi où se trouve cette partie vulnérable, donc l'épaule. Et lors d'une partie de chasse, bizarrement, Siegfried va revenir sur une civière, il est décédé. Malencontreusement, en réalité, on sait bien que c'est Hagen qui a tué Siegfried. Les deux femmes vont alors de nouveau parler, puisque il y a eu petit problème, entre guillemets. Donc le mari de l'une est décédé et l'autre a réussi à se venger. Donc à un moment donné, Brunhild va réussir à savoir que Kriemhild avait donné un élixir à Siegfried et que s'il l'avait oublié, c'était pas par volonté, c'était pas parce qu'il aimait réellement quelqu'un d'autre. Donc, lorsque Siegfried va être sur les rives du Rhin, là où on brûlera sa dépouille comme il était coutume de faire, elle va également s'immoler avec lui. Et voilà pourquoi l'anneau maudit, parce qu'à la fin, tout le monde meurt, surtout lorsque plus tard, Kriemhild va décider d'épouser Attila le Hun, qui est un guerrier qui a beaucoup de pouvoir et qui, pour se venger elle aussi, va inviter toute sa famille et cela va finir dans un véritable bain de sang. À la fin, il n'y aura plus personne de vivant dans cette histoire. D'accord. Voilà. C'était un peu long, je suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses. Non, il n'y a pas de souci, c'était le but. C'était le but de la question. Et à quand remontent les premières inspirations à cette légende? Cette légende, donc, elle s'inspire, comme on l'a dit tout à l'heure, de textes médiévaux. Et les premières fois où elle-même a inspiré autre chose, c'était à peu près au XVIIIe siècle, où elle a été vue en Allemagne un peu comme l'Iliade, en fait. C'était l'Iliade allemande. Voilà, donc c'était un texte vraiment très très important pour eux. Siegfried, c'était un peu Siegfried, c'était un peu le Achille de cette génération. C'est ça, et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé tout le temps plus ou moins ce terme de talon d'Achille, parce que ils ont beaucoup de similitudes.
Et on le voit là, c'est que dès le XVIIIe siècle, en Allemagne, on voit ça comme une véritable Iliade. Toutefois, il n'y a pas vraiment de succès. Le succès, lui, n'arrive qu'un siècle plus tard, au XIXe, et puis surtout ensuite au XXe. Voilà. Donc, XIXe siècle, on a une première tragédie d'un écrivain allemand, donc Friedrich Hebel, en 1862, qui s'appelle sobrement Les Nibelungen. D'accord. Au passage, je préciserai que les Nibelungen, c'est le nom qui était donné aux personnes qui détenaient ce trésor et donc surtout cet anneau. Ensuite, l'œuvre peut-être la plus connue, si je puis me permettre, elle est de Richard Wagner. Elle lui a pris plusieurs années de sa vie, entre 1849 et 1876, et il a créé à l'issue de ça un opéra en 4 parties, dont Siegfried fait partie. Donc la première partie, L'Or du Rhin, la deuxième partie, La Valkyrie, Brunhilde, la troisième partie, Siegfried, pour finir au crépuscule des dieux. Et Louis II de Bavière, qui était un grand fan de cette épopée germanique, il était fan de légendes de manière générale, mais là, il avait un opéra qu'on lui faisait pour lui, germain, et c'était tout parfait. Il a même construit un gigantesque opéra qui puisse accueillir un lieu, quoi, Beyrouth, qui puisse accueillir cet opéra qui dure, selon les versions, c'est-à-dire écourté ou pas, entre quand même 13h30 et 17h50. Voilà, donc on en a pour la journée. Et aujourd'hui encore, cet opéra est très, très apprécié parce qu'il faut réserver ses billets des années, parfois, à l'avance, afin de pouvoir y assister, hein, de rester assis quasiment pendant 24 heures. Ah ouais, à ce point, il y a un engouement pour un opéra d'une durée aussi longue. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et ce, malgré l'ombre qui a été produite plus ou moins par les nationalistes à leur époque, donc à partir des années 1909-1910 en Allemagne, hein, où le nationalisme, il existait déjà, mais et là, il a commencé à se servir de cette épopée parce que Siegfried, c'est le héros blond, invincible, blablabla, tout va bien. Et au point où, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hermann Göring dira que la bataille de Stalingrad, c'était un peu comme la bataille des Nibelungen lorsque Kriemhild s'est vengé. À savoir, tout le monde était entouré par les flammes, etc. Donc ça a quand même jeté un froid et une ombre terrible sur la légende. Et pourtant, aujourd'hui encore, l'opéra de Wagner se vend. Il se vend encore et encore. Et surtout, les gens vont le voir alors qu'ils en ont pour la journée, quoi. Mais je voulais juste savoir un truc. Mais la légende des Nibelungen, est-ce que par exemple, Adolf Hitler, il avait un réel intérêt sur cette légende ou est-ce qu'il s'en servait juste comme outil de propagande comme il a fait pour d'autres, comme Wagner par exemple? Comme Wagner, oui, les deux en vont ensemble. Hein. Ils s'en servaient surtout comme outil de propagande. Siegfried, c'était l'exemple à suivre. Hein. Bon, sauf la fin, évidemment. Hein. Ouais. On met toujours dans l'ombre ce qui nous plaît pas. Mais voilà, c'était le guerrier invincible, qui parvient dans toutes les batailles à vaincre l'ennemi. Enfin voilà, quoi. C'était plutôt un outil de propagande, mais qui était pour le coup germain, puisque certains disent aussi que, là sur ça je ne suis pas trop d'accord, mais d'après les recherches qu'on peut faire, certains disent que cette légende est à l'origine de la nation allemande. Voilà. Ah. Bon, c'est l'avis de certains. D'autres diront aussi que c'est plutôt la guerre de 1870-71. Voilà. D'accord. Et comment cet impact sur la littérature fantasy et la pop culture même en général, elle a évolué? Évidemment, par rapport à cette ombre plutôt bien, hein, puisqu'elle a été popularisée. Donc, je vais essayer d'aller dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre pas forcément, comment ça s'appelle, pas forcément chronologique, mais par art. Donc, au cinéma, par exemple, on décompte pas moins de 4 films, dont le plus récent, celui de 2004, tout simplement nommé L'Anneau Sacré, et dans lequel joue un Robert Pattinson. Oh! Ouais, alors ça, j'avoue que je l'ai découvert après avoir vu le film maintes et maintes fois. Parce qu'il est long, il fait presque 3 heures. Et un jour, je me suis arrêtée sur le générique et là, je vois Robert Pattinson. Il n'a pas du tout la tête de Twilight et Cédric Diggory, hein, mais c'est lui. Il joue le plus jeune frère du roi.
donc le seul ami, véritable ami entre guillemets, que Siegfried puisse avoir dans cette famille. Quoi, c'est un acteur, quoi. Il a perdu en crédibilité après la série des Twilight, mais c'est un acteur, quoi. C'est un vrai acteur. Ah oui, non, c'est un véritable acteur. Hein. Bah là, moi, je l'avais pas reconnu. Donc, bon. Et pourtant, j'ai vu tous les Twilight, les Harry Potter, etc. Bref. D'accord. Et oui. tu as cité un film parmi les 4. Les 3 autres, c'est lesquels? Enfin, je pense savoir la réponse, mais... Non, ceux-là, je les ai pas cités. Ah, d'accord, autant pour moi. Non, les autres sont plus vieux. Ils datent des années du début des années 1900 jusqu'aux années 2000. Et puis, ils tournent tous... Et déjà, ils sont tous allemands. Et ils tournent tous autour de ce même thème. L'un s'appelle Les Nibelungen, l'autre L'Anneau maudit. Enfin, voilà, c'est des films... voilà, moi, ça, c'était les films allemands. Voilà. Après, on t'inquiète pas. Ensuite, en musique, en poésie et dans le théâtre, on retrouve, surtout au XIXe siècle, pas mal de reprises de cette légende. Dans la BD également. Alors ça, plutôt récemment. Hein. Alors, il y a les éditions Soleil qui font une saga qui s'appelle Le Crépuscule des dieux. Donc là, ça... En fait, bon, pour l'avoir lu, évidemment, que je suis une grande fan, ça reprend plus ou moins l'œuvre de Wagner, hein, donc avec Lord du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux. Voilà pourquoi cette saga s'appelle comme ça. Et elle reprend quand même assez fidèlement la légende, en fait, la légende non pas épurée bien sûr, mais élargie. Hein. Et il y a une deuxième BD qui parle de cette légende et qui s'appelle tout simplement Siegfried. Donc là, on ne parle vraiment que de lui et de son épopée. Voilà. Ensuite, on trouve divers romans. Donc je vais parler. Alors en allemand, bien sûr, il y en a pléthore, hein, bien sûr. Je vais parler de certains français, hein, parce que certains auteurs français se sont inspirés de cette légende qui peut paraître méconnue. Donc on a déjà de Sarah Grimm, La malédiction de l'anneau des Niflungar. Donc elle reprend en fait j'ai le mot en allemand. La toute première, les origines de cette légende. Donc elle prend la légende norroise, donc celle qui était décrite dans l'Edda, voilà, et non pas celle qui a été édulcorée. Donc elle reprend ça dans son roman qui s'appelle La malédiction de l'anneau des Niflungar, qui est vraiment un roman parfait qui décrit toute la légende. Voilà. Plus récemment, j'ai lu aussi le premier tome des Marcheurs de brume de Sophie Fischer. Alors c'est une auteure auto-éditée. Et moi, quand j'ai vu ce titre, en plus la couverture est magnifique, je me suis dit, il faut que je le lise. Et puis, effectivement, il est question dans ce roman d'une brume, hein, les marcheurs de brume. Et dans cette brume se déplacent, et il faut s'en méfier, des Nibelungen. Et donc là, je me suis dit, bon, voilà. Alors, après avoir discuté un petit peu avec l'auteur, évidemment, c'est à cette légende qu'elle se réfère. Alors, on en parlera sans doute aussi plus tard. Il y a mon propre roman hein, qui s'en inspire, mais là, beaucoup plus librement. Un peu comme Sophie Fischer, en fait, j'ai repris juste un ou deux éléments et je les ai refaits à ma sauce. Voilà. Et ensuite, j'ai encore deux petites choses, toutes petites. La première, c'est une célèbre saga en 3 tomes, anglophone, et qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Non, pas du tout. Je ne connais pas du tout, tiens. Non, je me disais aussi. Donc, dans cette saga de Tolkien, on retrouve tout. Voilà, pour ceux qui étaient là dès le début, quand j'ai raconté cette histoire énorme, en gros, on retrouve l'anneau maudit, hein, évidemment. On retrouve l'épée reforgée. Et puis, on retrouve pas mal de personnages, le dragon, évidemment, les nains, parce que dans certaines versions de cette légende, les Nibelungen sont aussi des nains. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Et ce sont eux qui créent les trésors, ce sont eux qui forgent. Et c'est vrai que le nain a un peu cette j'ai perdu le mot. On associe souvent les nains à des forgerons. Voilà. Donc voilà, hein, le Seigneur des Anneaux. Et c'était mon avis personnel dès que j'ai lu la légende il y a 15 ans. Et bien évidemment, après avoir fait des recherches, le premier lien que vous trouvez sur Internet au sujet des inspirations de Tolkien, c'est rien d'autre que ça. Hein, les 4, 5, 6 premiers éléments qui ont inspiré Tolkien pour son histoire, c'est ça.
Alors attention, hein, Tolkien a une grande imagination. Il faut pas, il a rien pompé du tout. Il s'en est juste inspiré. Hein, ça, voilà. Ça me tient à cœur parce que souvent, enfin voilà, il a une énorme imagination. Il a quand même été jusqu'à inventer des langues et des peuples qui ont leur propre mode de vie, etc. Voilà, c'est un énorme auteur, mais il a lui aussi, comme tout le monde, ses sources d'inspiration et il se trouve que, non des moindres, la légende de l'anneau maudit en fait partie. Bah, ça tombe bien que tu dis ça parce qu'à l'époque, on reprochait beaucoup à J.K. Rowling d'avoir un peu pompé sur Tolkien d'avoir un peu pompé sur le Seigneur des Anneaux pour Harry Potter. Mais en fait, on se rend compte que rien de secret, tout se réécrit en fait. Bah oui, et on pourrait même reprocher à J.K. Rowling d'avoir volé la cape d'invisibilité à la légende des Nibelungen, mais là, voilà. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Alors ça, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je l'ai souvent pensé, je me suis dit, ah, quand même, c'est bizarre. Mais bon, après, j'ai aussi un auteur que j'adore, Bernard Werber, qui n'a rien à voir avec la fantasy, hein, mais qui parle souvent d'une idéosphère. Autrement dit, il existerait une espèce de nuage au-dessus des êtres humains où il y aurait des idées et où tout être humain y aurait accès. Donc ça, ce serait une explication pour dire qu'il y a des choses qui se font et qui sont les mêmes et qui se font en même temps, plus ou moins, ou même si c'est à des époques différentes, savoir que on est tous capables d'arriver à la même idée, en fait. Voilà. C'est bon. Ça partait un peu loin, peut-être, hein, mais j'ai trouvé cette idée sympa. Ça évite le plagiat, parce que clairement, J.K. Rowling, elle n'a pas plagié, quoi. Enfin, c'est pas possible. Hein. C'est pas la même histoire. Non, mais comme le... Puis en plus, elle était prof, alors elle peut pas plagier. Non, mais comme le dirait quelqu'un, rien ne se crée, tout se réécrit. C'est oui. À partir de l'édition, on n'a rien inventé. Bah voilà, hein, on est d'accord. Je pense aussi que voilà. Après, moi, je connais deux autres exemples, parce que cette légende-là, j'en ai vite fait entendu parler, mais c'est pas par Le Seigneur des Anneaux, c'est par un film de Tarantino qui s'appelle Django Unchained. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je connais. Effectivement, la jeune femme s'appelle Brunhilde. Ouais, il s'appelle Brumhilde, et du coup, l'assistant, enfin, le compagnon de voyage du personnage principal Django, qui s'appelle King Schultz, c'est un Allemand, et c'est un Allemand, il fait tout de suite le rapprochement et dit, en tant qu'Allemand, je ne peux pas laisser Siegfried s'occuper tout seul de retrouver sa Brumhilde. C'est ça. Oui. Et après, effectivement, il y a en effet mention. Ouais. Ouais. Et il y a aussi, ça c'est un peu plus subtil, mais un des personnages dans Soul Calibur s'appelle Siegfried. Je sais pas si c'est en référence à ça, mais ça... Alors ça, je connais pas, désolée. Pas de souci. Après, un peu plus loin, enfin si on va chercher un peu plus loin et si on ne s'arrête pas à la légende épurée, bien sûr, il y a tout le panthéon germanique et nordique qui a donné naissance à pas mal de héros, de films, de comics. Hein, Marvel en a pas mal utilisé. Hein. Voilà, bah oui, c'est ça, par exemple. Voilà, Odin, n'est-ce pas donc voilà, c'est tout ça, c'était autour, c'était l'Edda en parlait déjà, quoi. Hein. L'Edda du XIIe siècle, XIIIe siècle, voilà. Même la légende de Beowulf, elle avait été reprise trois fois dans le cinéma. Une fois dans un film de Lambert qui était totalement à chier, et il y avait un deuxième qui était un peu mieux reçu parce que le réalisateur était islandais et du coup il connaissait un peu mieux de la légende. Après, c'est Zemeckis qui a fait son truc à lui en 3D au milieu des années 2000. Exactement, oui. Et justement, c'est une question que je me posais quand j'ai rédigé les questions, c'est comment on explique cette forte influence de cette légende sur la pop culture et la littérature fantasy, de cette légende en particulier. Ouais. Alors, d'après moi, alors là, c'est une chose, vraiment... mais les anglophones. Oui. Bah là, c'est vraiment un avis personnel, mais d'après moi, c'est parce qu'on y trouve vraiment tout ce dont on a besoin pour créer une histoire. Donc, il y a des histoires d'amour, de trahison, de l'aventure, des batailles, du pouvoir, de l'or. Il y a vraiment tout qui est présent dans cette légende. C'est vrai qu'elle est longue, c'est une véritable épopée, et encore, elle n'est qu'une partie de l'Edda, mais voilà, on y retrouve tout. On y retrouve également des créatures magiques, hein, voire des dieux selon les versions, puisque Odin serait, je répète, l'ancêtre de Siegfried. Elle s'appuie également sur des faits réels et des personnages réels. Et ça rend cette légende beaucoup plus tangible.
Donc, on arrive mieux peut-être à la voir, à l'aborder, à la situer, et en faire ensuite ce qu'on a envie d'en faire. Il y a peut-être aussi, alors là, ce serait plutôt pour les peuples germaniques, scandinaves, la volonté de revenir aux sources. Il y a quelque chose de positif. Hein. Et enfin, peut-être pour certains, en tout cas pour Sarah Grimm, c'était le cas, la volonté de faire connaître une légende ou une mythologie qui est très méconnue. Mais pour moi, bon, ça c'est le fait de vouloir faire connaître quelque chose que personne ne connaît, enfin ou très peu. Donc là, vraiment, on a envie de parler soit des pays scandinaves, soit de la Germanie. Mais pour ce qui est des auteurs anglophones, je pense vraiment que c'est le fond de cette légende, hein, le fait qu'on y retrouve de magnifiques histoires d'amour, des trahisons. Tout à l'heure, je disais l'histoire du poison. Moi, ça m'a de suite fait tilt parce que quand j'avais 16 ans, j'ai lu Tristan et Iseult. Ah oui. Et c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Hein. Tristan est amoureux d'une Iseult et puis une autre Iseult veut ce Tristan et elle lui donne un filtre d'amour et bim, il oublie la première. Donc voilà, et c'est vraiment, là c'est la littérature française, et bon, voilà. Donc l'amour, la trahison, l'aventure, le fait de partir en quête de quelque chose. Alors pour le coup, Siegfried, lui, savait pas vraiment en quête de quoi il allait partir, mais ce qu'il voulait, c'était vivre sa vie, grandir par l'aventure, devenir quelqu'un d'autre, des batailles, bien sûr, parce que quand même, on se crée, un monde se crée et se créera grâce à la guerre, grâce aux batailles. Enfin, je dis un monde, un pays, par exemple. Enfin, l'Allemagne, pour le coup, c'est comme ça qu'elle s'est créée. Voilà, hein, les frontières se créent, entre guillemets, à cause des guerres. Et donc ça, au lieu d'éloigner, ça rapproche, puisque finalement, on a tous le même moyen de créer des pays. Le pouvoir, bien sûr, tout le monde a envie d'avoir le pouvoir d'être le meilleur, celui au-dessus de tout le monde. Et pour ce faire, on a besoin d'un énorme trésor. Et ce trésor, cet or, on le trouve visiblement très souvent sous un dragon. Voilà. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que cette légende en particulier a pu inspirer des auteurs qui n'étaient pas du tout germanophones. D'accord. Et du coup, on en vient à ton roman, parce que tu voulais aussi en parler en fin de conférence. Pourrais-tu nous en dire plus sur ton roman et son rapport avec cette légende germanique? Oui, alors déjà le titre, Le trésor du peuple des brumes. Ah. Donc je vous ai parlé de la légende, il s'agit d'un trésor. Et Nibelungen, les Nibelungen en allemand, si on le traduit en français, ça donne le peuple des brumes. Donc clairement, mon titre, pour qui sait parler allemand ou qui connaît la légende, il annonce la couleur. Puisqu'il s'agissait d'un trésor, je me suis dit que j'allais le relier à la piraterie. Et puis d'une manière générale, la légende était déjà reliée à l'eau, puisque le Rhin. Donc il y avait pas grand-chose à faire, mis à part quelques centaines de pages. Hein. Mais je veux dire, c'était pour moi pas une évidence, mais ça allait ensemble. Un trésor des pirates, pour moi, ça allait ensemble. Et puis le fait, évidemment, que je sois professeur d'allemand, que j'ai étudié l'allemand, que je me sois intéressée à cette légende, non pas parce que j'y étais obligée, mais parce que j'y suis tombée dessus par hasard et que ça m'a beaucoup plu. Tellement plu que ma première lapine s'est appelée Krimhild, mon deuxième lapin Siegfried, ma troisième lapine Freya, qui est une déesse aussi du panthéon germanique. Donc voilà, hein, j'étais tu deviens beaucoup de aussi fan que Louis II de Bavière dont tu parlais tout à l'heure. Tu deviens comme lui, fais gaffe. C'est ça. Bon, j'ai pas encore les moyens pour créer un opéra, etc. De lapin, bien sûr. Mais voilà. Non, avec un peu de paille, vraiment... ça peut passer. N'empêche, ouais, du foin aussi, hein, parce qu'il bouffe que ça toute la journée. Ah, merde. Ouais. Du coup, ouais, j'étais vraiment fan et cette légende est restée quelque part dans ma tête. Et lorsqu'il s'est agi pour moi d'écrire un roman, d'aller jusqu'au bout avec un roman, parce que bien sûr, je pense que je suis pas la seule auteure dans ce cas-là. Des romans, on en a plein dans le tiroir, mais ils ont rien à faire en édition. Hein, c'est juste des exercices plus ou moins, etc. Mais celui-là, cette idée-là, je me suis dit non, s'il y en a bien une avec laquelle tu dois tenter l'édition, c'est Le trésor du peuple des brumes parce que c'est toi. Voilà.
parce que ça réunissait vraiment tout ce que j'aime, la fantasy, la mythologie germanique, une héroïne assez forte, voilà, pas d'histoire d'amour. Attention, the spoil, il n'y a pas d'histoire d'amour dans mon roman. Et voilà. Et puis, il y a une autre légende qui me tenait à cœur, c'est la légende de la Loreley, qui est une légende plus ou moins d'une sirène, enfin d'une femme qui se trouvait sur une rive du Rhin, encore une fois. Hein, ce fleuve fait beaucoup parler de lui en Allemagne. Il est à l'origine de nombreuses légendes, les plus connues étant la légende des Nibelungen et la Loreley, justement. Donc là, c'est l'histoire d'une sirène, plus ou moins, qui est sur une montagne, une falaise, et qui, de par son chant, a mené les marins à plonger dans les eaux du Rhin, mais pas comme ils le voudraient. Donc, il y a un coude du Rhin où il y a énormément d'épaves de bateaux, parce que c'est un coude très dangereux, et ce danger a été expliqué à un moment donné par la légende de la Loreley. Or, il se trouve que une partie entière de mon roman, parce qu'il est divisé en 3 actes, le deuxième acte s'appelle la Loreley, parce que la Loreley, c'est aussi le nom que j'ai donné au bateau pirate sur lequel voguent nos héros. Voilà. Peut-être un petit pitch du roman, ou je sais pas. Ah, c'est comme tu veux. Voilà. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille, Annabelle, qui un jour se réveille au beau milieu du désert, alors qu'elle a plutôt le pied marin, entre guillemets, hein, elle a toujours vécu sur les bateaux. Et on lui demande, ce on, c'est à la fois un médaillon, plus ou moins boussole, et un corbeau, qui lui demande de partir à la recherche du trésor du peuple des brumes, donc un trésor qui est maudit, dont on ne sait même pas s'il existe réellement, hein, mais elle, grâce à ce médaillon, grâce à cette boussole, elle va pouvoir retrouver ce trésor, bien sûr, et puis après, reste à savoir ce qu'elle va en faire et si à la fin tout le monde survit. Voilà. J'ai pris aussi le corbeau parce que, toujours dans la mythologie germanique et nordique, le corbeau n'a pas vocation à donner de mauvais présages. Au contraire, il est le messager. Hein, Odin en avait 2, un sur chaque épaule, et c'était ses messagers. Voilà. Donc là, c'est vraiment mon corbeau, c'est le messager de quelqu'un. Ça, il faut lire le roman. C'est comme la chouette dans la mythologie grecque, en gros. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, et c'est ce corbeau qui va guider Annabelle, donc l'héroïne, quand elle voudra pas écouter ce médaillon qui pourtant, pendu à sa lanière, lui enserre le cou jusqu'à l'étrangler si elle va pas du bon côté. Voilà. D'accord. D'accord. Eh bien, on va pouvoir peut-être passer aux questions des spectateurs. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question? N'hésitez pas. Hein. Personne? Non. D'accord. C'est trop clair. Ouais, c'est peut-être ça le problème, t'as été trop clair. Faut pas être trop clair. Après, et les gens ils sont paumés, ils ont plus de questions à poser. Non. De laisser planer le mystère. Non. Bon. Bah écoutez, dans tous les cas, on vous invite à peut-être vous procurer le livre de Stéphie si cela vous intéresse davantage et si le cœur vous en dit. Bah, du coup, merci à toi pour cette conférence. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Déjà, merci à toi pour ces questions. Merci à Virtual Livre d'avoir accepté cette idée que j'avais de conférence. Et puis, j'espère que ça aura donné une petite idée de cette légende germanique au présent. Et puis à ceux qui peut-être écouteront ça en podcast. Voilà. Très bien. Bon, pour la suite, du coup, les conférences continuent demain de 15h à 16h30 avec Notam New Tune. Venez-y nombreux si cela vous dit. Et pour tous les autres, bonne suite de salon à tous.